Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres interdisciplinaires de Lille, avant-dernière session de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons le grand plaisir de réunir trois représentants de disciplines différentes pour parler de ces thématiques croisées, pollution de l'air, changement climatique et santé, avec un volet évaluation et politique publique. On commence tout de suite du coup avec Sophie Zoupa, qui est du coup autrice, coordinatrice du rapport du GIEC sur le chapitre pollution de l'air notamment, donc chercheur au LSCE, plutôt chimie de l'atmosphère, donc qui va nous parler pendant 30 minutes, suite à quoi on aura le temps de changer de présentation, une ou deux questions d'éclaircissement très courtes, comme d'habitude, suivies de la présentation de Philippe Connael, que je présenterai tout à l'heure, un tarif, une pause, et puis notre troisième intervention avant le débat traditionnel de l'après-midi. Sophie, à toi la parole. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi, je vais vous parler de l'aspect qui est en plus relié à la chimie atmosphérique et qui donc concerne l'impact des composés à courte durée de vie sur le changement climatique et sur la qualité de l'air. Donc ce qui relie ces deux problématiques, c'est bien évidemment la composition en espèces traces de l'atmosphère. Donc ces espèces traces, elles peuvent être émises par des processus naturels ou anthropiques. Elles vont pouvoir réagir dans l'atmosphère, former de nouveaux composés, et elles vont, soit celles qui sont directement émises, soit celles qui sont formées, pouvoir agir en tant que polluants dans les basses couches atmosphériques ou sur le climat. Donc, si on regarde plus précisément ce qu'on appelle pollution de l'air et donc les composés dont moi je vais vous parler plus dans cette partie pollution, donc ce sont les particules, aussi appelées PM avec différents chiffres en fonction de leur taille, le monoxyde de carbone, l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre, sachant que parfois il peut arriver que certains politiques notamment incluent le CO2, ou les gaz à effet de serre de manière générale dans la pollution de l'air, mais en pratique, ce qu'on appelle pollution de l'air, c'est ce qui a un impact sur notre santé, et donc ce sont ces composés. Donc je ne vais pas du tout vous parler de l'aspect santé, puisque Philippe le présentera amplement tout à l'heure. Un point quand même à retenir de cette pollution, c'est qu'au-delà des effets sur la santé, il y a aussi de nombreux autres effets adverses, que ce soit sur les cultures et les écosystèmes, et donc des problématiques qui sont reliées à la capacité de production alimentaire, notamment en lien avec l'ozone qui altère très fortement les cultures de céréales, des effets sur la biodiversité au travers notamment de l'acidification par les oxydes d'azote ou par le dioxyde de soufre des plans d'eau ou des sols, ou les effets d'eutrophisation qui vont résulter d'un excédent d'azote dans les sols ou dans les eaux. Donc ce n'est pas uniquement des effets sur la santé qui sont liés à ces pollutions. Pour finir très brièvement sur les aspects d'introduction et les aspects généraux sur la pollution de l'air, donc ça résulte d'émissions de différents précurseurs, donc le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote. Ici on voit black carbon et organic carbon qui sont les composantes des particules. Le monoxyde de carbone, le composé organique, l'ammoniac et le méthane. Alors le méthane, on le classifie moins souvent comme un polluant de l'air, mais le méthane, en fait, en s'oxydant dans l'atmosphère, va former de l'ozone, qui est un polluant oxydant très important. Donc vous voyez que ces différents précurseurs, ils vont avoir différentes sources anthropiques, donc ils ont chacun des contributions qui peuvent être très différentes d'un précurseur à l'autre. Vous voyez par exemple le SO2 qui est beaucoup coémis dans la combustion de combustibles fossiles. À l'inverse, le méthane va être beaucoup plus lié à l'agriculture ou au procédé de distribution de combustibles fossiles, que ce soit du méthane qui est émis dans les mines de charbon ou après tout au long de la distribution du gaz naturel. Donc on voit des empreintes en fait des différents secteurs qui vont être très différents d'un précurseur à l'autre. Et puis derrière, donc, ces précurseurs vont se transformer en particules ou en ozone. Et vous voyez ici la contribution des différents secteurs à la composition finale des particules ou de l'ozone. Donc tout à l'heure comme maintenant, ce sont des évaluations qui sont faites à l'échelle mondiale et après ici qui sont rapportées aux différentes régions. Vous voyez aussi une grosse composante en beige qui est la composante naturelle en fait de ces concentrations
Donc il y a aussi une influence naturelle, que ce soit pour les particules, par exemple la mobilisation de particules des sols dans le cas des poussières désertiques, ou ça peut être la remobilisation par les véhicules de particules en ville. Et puis pour l'ozone, on a de l'ozone qui est formé aussi par l'oxydation de composés qui sont émis naturellement par la végétation, donc ça, lié à nos activités, même si le fait qu'on émette des oxydes d'azote va permettre de former plus d'ozone à partir de ces composés organiques. Donc on a des sources variées, avec beaucoup qui impliquent la combustion, et ça aura un intérêt particulier quand on parlera de décarbonation. Et puis on voit aussi que la répartition de cette pollution, elle est très hétérogène, avec une représentation stylisée produite par l'Organisation mondiale de la santé à gauche pour les particules, avec une exposition particulièrement importante en Asie et en Afrique. Et puis on voit ici les NOx, qui donc restent peu de temps dans l'atmosphère, donc sont très concentrés au niveau des sources. On voit aussi quelques hotspots régionaux qu'on peut voir à partir des données satellites. Donc je vous le disais, ces polluants pour beaucoup restent quelques minutes à quelques mois dans l'atmosphère, et ça on le verra tout à l'heure, c'est aussi un caractère important pour l'aspect atténuation. On voit aussi ici les fortes évolutions régionales qui existent dans les années récentes. Vous voyez en haut, en vert et violet, c'est l'évolution des particules fines entre 2000 et 2019, où on voit une baisse importante en Amérique du Nord, en Europe, et puis une augmentation en particulier en Inde, une baisse aussi sur la Chine qui s'est amorcée à la fin de cette vingtaine d'années. On voit aussi dans une carte un petit peu similaire en bas les variations d'aérosols. Donc cette fois, c'est 2 décennies qui sont comparées, une décennie centrée sur 2015, moins la décennie centrée sur 2010, centrée sur 2020, pardon, moins la décennie centrée sur 2010. Et on voit d'une part la baisse à nouveau en Europe et aux États-Unis, la baisse qui est importante désormais sur la Chine, malgré tout une augmentation sur l'Inde, et puis des augmentations qui commencent à se faire jour et qui sont liées aux grands incendies qu'ont pu connaître notamment le Canada, qui tire complètement la valeur sur la région boréale au nord de l'Amérique. On voit à droite les tendances d'ozone. Donc l'ozone, lui, à l'échelle mondiale, est un polluant qui a augmenté si on l'intègre sur toute la troposphère. Si on regarde en surface, on a des choses qui sont plus hétérogènes, qui restent très difficiles à reconstruire. Donc ça, c'était une carte qu'on a pu mettre dans le GIEC. Et on voit qu'on a des tendances encore assez contrastées, même sur les États-Unis, entre les différents sites, notamment entre les sites d'altitude et les sites plus côtiers. Cette évolution rapide des précurseurs, on la voit aussi enregistrée ici. Donc, à gauche, c'est dans les carottes de glace l'évolution pour différentes régions de la teneur en particules. On voit des évolutions qui sont très contrastées d'une région à l'autre. Et à droite, là aussi, c'est différentes régions pour les oxydes d'azote. Ce qu'il faut retenir de cette information, c'est d'une part qu'on a encore beaucoup de régions où on n'a pas une très bonne caractérisation de la pollution et de la pollution de fond, parce que même s'il y a des données, elles ne viennent pas alimenter nécessairement les bases de données mondiales, et que dans la mesure où c'est très hétérogène, c'est pas comme pour le CO2, où même à partir d'un réseau de quelques mesures mondiales, on arrive bien à reconstruire l'évolution de la concentration. Pour vraiment informer sur la pollution, on a besoin, même quand on cherche la pollution de fond, c'est-à-dire pas ce qui se passe précisément dans les villes, on a besoin d'un réseau important de stations qui mesurent cette composition. L'autre point à retenir, c'est que dans beaucoup de régions, le maximum de pollution, alors de cette pollution, on parlera sans doute dans le débat aussi de l'évolution de la nature des polluants. Pour beaucoup de régions, le maximum de pollution est derrière nous. Il reste encore beaucoup de régions qui n'ont pas atteint le niveau de développement où elles investissent massivement dans la lutte contre la pollution de l'air. C'est le cas en particulier en Asie du Sud, en Inde, en Afrique et en Amérique latine. Donc comment est-ce que pollution de l'air et changement climatique sont liés? Alors d'une part, le changement climatique vient modifier les conditions physiques de l'atmosphère, donc les températures qui vont régir les réactions, vont modifier aussi le transport des composés et puis les précipitations qui participent à l'élimination de beaucoup de polluants, notamment particulaires.
L'autre interaction qui existe, c'est que ces polluants, pour certains, agissent aussi sur le climat. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, je vous disais en introduction aussi que la pollution affecte la biosphère terrestre. En l'affectant, elle vient affecter la capacité de cette biosphère à capter du carbone. Et donc, elle induit une rétroaction sur le climat. Et puis, le dernier point qui nous intéressera quand on parlera de politique, c'est le fait que beaucoup de polluants sont coémis dans des activités qui émettent aussi des gaz à effet de serre. Et donc, quand on a des politiques pour atténuer l'émission de gaz à effet de serre, on a un impact aussi sur la pollution. Donc, premier point, comment est-ce que le changement climatique impacte la pollution? Donc, je vous disais, donc, le changement climatique peut affecter les paramètres physiques qui régissent la chimie atmosphérique, donc circulation, humidité, précipitation. Ça, c'est le premier point qui vient à l'esprit. Et puis, l'autre point, ça va être au travers des émissions naturelles. Donc, ces émissions naturelles, une des grandes sources, ça va être les composés organiques qui sont émis par la végétation, qui est elle-même fortement perturbée par le réchauffement climatique, par le fait qu'on ait des épisodes caniculaires ou des sécheresses. Et du coup, on va avoir une modification de ces émissions par les écosystèmes. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est épisode de feu qui va aussi venir perturber les émissions naturelles. Donc, vous le savez malheureusement sûrement, donc là, on voit les projections que l'on a pu faire dans le groupe 1 du GIEC selon les 5 grands scénarios illustratifs. On a un climat qui va continuer à se réchauffer, qui va dépasser 1,5 degré au début de la décennie 2030. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui nous amène à un dépassement de 2 degrés autour de 2050, et puis une fin de siècle qui reste très incertaine suivant la trajectoire sur laquelle on réussira à se placer. Donc, au moins un réchauffement qui atteindra 1,5 degré, 2 degrés reste encore possiblement évitable, avec derrière donc, des conséquences sur la pollution. Et donc, on voit ici les conséquences donc, uniquement du changement climatique, si on considère des émissions qui, elles, ne varient pas, si on gardait nos émissions actuelles, on voit qu'on a un effet du changement climatique sur l'ozone qui est très mitigé, avec d'une part toute une partie du globe qui est bleu parce qu'on a une diminution de l'ozone. Ça, c'est lié au fait qu'on a plus d'humidité dans l'air et ça conduit à des réactions de destruction de l'ozone. Mais dans les régions qui sont très productrices en ozone, et notamment on le voit sur l'Inde, mais aussi sur toute la Chine, et c'est aussi possiblement vrai pour les États-Unis et l'Europe, dans les régions qui sont très productrices d'ozone, le changement climatique va amener une pénalité et va conduire à une production accrue de cet ozone. Donc là, on est sur des cartes qui sont en moyenne annuelle, donc sur une valeur de pollution atmosphérique moyenne. Pour ce qui est des particules, c'est beaucoup plus difficile de se prononcer parce qu'en fait, les particules sont très influencées par les précipitations et les changements de précipitation dans un climat qui se réchauffe sont extrêmement hétérogènes. Dans les régions où il pleut plus, on va avoir un fort abattement des particules et du coup, on n'arrive pas à tirer une conclusion générale sur l'effet du réchauffement climatique sur les particules. Donc ça, c'est pour le climat. Évidemment, dans le même temps, on va avoir des trajectoires d'émissions qui vont évoluer. On voit ici à gauche les trajectoires de ces 5 scénarios illustratifs pour les trajectoires d'émissions pour le CO2. Et ici, le méthane et l'un des gros précurseurs d'aérosols, le dioxyde de soufre. On voit que ça ne suit pas nécessairement les trajectoires parce que ce qui va être déterminant pour les trajectoires d'émissions de ces composés, ça va vraiment être les politiques qui sont mises en place pour lutter contre la pollution. Donc, il y a un effet des politiques pour lutter contre le changement climatique, mais ce n'est pas le driver principal. On sait aujourd'hui retirer le soufre dans les fuels, on sait mettre des solutions end of pipe, en sortie des fumées d'usine ou en sortie des pots d'échappement. Et donc, il y a des solutions qui peuvent être déployées pour ces composés qui sont différentes des politiques climatiques. Donc, ce n'est pas parce qu'un scénario est fort en émissions qu'il est nécessairement fort en émissions de polluants. Et donc, quand on regarde derrière l'effet de ces
deux choses combinées, donc à la fois les changements d'émissions et de climat dans le futur. Donc ce que vous voyez en bas à gauche, c'est l'évolution mondiale des valeurs d'ozone de surface, et après pour différentes régions. Vous voyez que suivant les scénarios, on peut avoir soit une augmentation très importante de la pollution à l'ozone, soit au contraire une très forte diminution, et ça c'est directement relié aux hypothèses qu'il y a dans les évolutions d'émissions, donc d'émissions anthropiques. Donc c'est vraiment ça qui va faire qu'on aura ou pas de la pollution dans le futur avant le changement climatique, c'est le fait d'avoir des émissions anthropiques avec des politiques de réglementation ou pas. Ça c'est le premier point. Il reste un point d'incertitude majeur, c'est l'évolution des émissions naturelles qui reste encore réalisée de manière très imparfaite par les modèles, puisqu'on n'a pas de moyens réels de contraindre nos paramétrisations avec un monde qui se réchauffe et derrière d'avoir des paramétrisations qui en rendent compte de manière robuste. Donc ça, c'est la très grande incertitude pour projeter la pollution dans le futur. Et en particulier, on voit ici différentes images illustrant l'impact de gros feux qui ont pu se produire en Amérique du Nord ces dernières années. On voit à gauche des stations en rouge qui sont des stations, c'est un site d'avertissement du public qui montre les très fortes valeurs de pollution liées à des incendies en Californie. On voit au milieu le panache d'aérosols transportés pendant les incendies qui sont déroulés au Canada en juin 2023. Et puis on voit à droite des photos récentes de New York avec les incendies juste en face. Et ça vient vraiment contrecarrer toutes les politiques qui ont été mises en place ces dernières années pour lutter contre la pollution. Massivement, on atteint des niveaux qu'on n'atteignait plus grâce à ces politiques à cause du réchauffement climatique et des effets de la sécheresse. Donc on a vu cette partie impact climat sur la pollution. Maintenant, on va regarder l'impact inverse, c'est-à-dire comment la pollution vient impacter le climat. Donc, je vous l'ai dit tout au départ, donc on a des émissions, des transformations qui viennent modifier la composition de l'atmosphère. Et après, il y a deux moyens par lesquels la pollution vient interagir avec le climat. D'une part, en agissant sur le forçage radiatif quand les composés ont un impact radiatif, donc c'est le cas en particulier de l'ozone ou du méthane qui est un précurseur de l'ozone. L'autre moyen d'affecter le climat, c'est parce que ces composés vont affecter les nuages. C'est le cas des particules qui vont servir de noyau de condensation pour la formation des nuages. Et du coup, quand on va avoir des particules, on va modifier les propriétés nuageuses, donc la taille des gouttelettes, le temps de résidence du nuage dans l'atmosphère, puisque ce temps va dépendre aussi de la taille des gouttelettes. Donc c'est les deux moyens par lesquels les composés qui participent à la pollution peuvent interagir avec le climat. Et puis derrière, on l'a vu, les changements climatiques peuvent aussi avoir une rétroaction sur les émissions elles-mêmes. Donc je vous le disais, ils peuvent agir, donc ces composés, soit par la modification des nuages, soit parce qu'ils vont eux-mêmes être des composés radiativement actifs, soit parce qu'ils vont conduire à la formation ou à la destruction de composés. Donc c'est la raison pour laquelle les précurseurs, comme le CO, les NOx ou les COV, qui n'agissent pas, qui n'interagissent pas avec le rayonnement ou avec les nuages, donc qui n'agissent pas directement sur le climat, on les englobe parmi les espèces à courte durée de vie qui agissent sur le climat, même si c'est indirect par la formation d'autres composés. Donc, je vous dis par la formation, ça peut aussi être par la destruction d'autres composés, par les moyens un petit peu détournés. En fait, le principal oxydant dans l'atmosphère, ça va être le radical OH. Et quand on est en présence de beaucoup de ces composés, on va changer la teneur en radical OH et donc on va changer la durée pendant laquelle le méthane va rester dans l'atmosphère. Vous voyez que derrière, il y a beaucoup de rétroactions un petit peu compliquées à prendre en compte. Donc à retenir, c'est que méthane, ozone et carbone suie sont des composés qui vont conduire à un réchauffement de l'atmosphère, tandis que nitrates, sulfates et aérosols organiques vont conduire à la formation de particules dont l'effet dominant va être un refroidissement de l'atmosphère par interaction avec le rayonnement incident, soit directement, soit au travers des nuages. Donc si on prend ce graphique, un graphique clé du rapport du
du GIEC sorti en 2021. C'est le graphique qui nous permet d'affirmer que l'intégralité du réchauffement observé est liée aux activités humaines. Ce signal donc, de réchauffement qui était observé à l'époque était de 1,1 degré, qui est maintenant de 1,2 degré pour la dernière décennie. Donc ces 1,1 degré, ils sont intégralement expliqués par l'influence humaine, avec d'une part ce grand signal de 1,5 degré qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, et puis un petit signal en bleu, enfin petit mais qui représente quand même un tiers de l'effet des gaz à effet de serre. Et ce signal de refroidissement en bleu, c'est ce qui est lié en grande partie aux particules atmosphériques qui refroidissent. Donc c'est un effet qui est extrêmement important, donc qui masque aujourd'hui un tiers du réchauffement. Si on n'avait pas, on serait à 1,5 degré de réchauffement. Et derrière, quand on regarde ce qui se cache derrière, donc c'est deux petits gens dans le bout, là. Merci. Donc, ce qui se cache derrière ces deux barres et que vous voyez ici, en fait, ce sont un très grand nombre de composés. Pour les well mixed, les gaz à effet de serre bien mélangés, on va avoir le CO2, le méthane et N2O, et puis après, on va avoir tout un tas de composés qui agissent pour une grande partie d'entre eux sur la pollution. C'est le cas de tous ceux qui ont une petite croix violette. Ce sont ces composés short-lived climate forcers qui agissent également sur la pollution. Et donc ce graphique, en fait, il relie les composés qui sont émis, donc ceux sur lesquels les politiques ont la main, et leur effet sur le climat. Mais il cache derrière des intermédiaires réactionnels qui ne sont pas montrés parce que ce serait trop compliqué, enfin, ça n'a pas d'intérêt pour informer les politiques, mais qu'on peut retrouver dans le chapitre qui analyse ça. Donc c'est le même graphe que précédemment, sauf que là on va voir les plus grandes complexités des contributions. Donc le CO2, il est émis, il va agir sur le climat sous sa forme de CO2. Le méthane, il va agir sur le climat sous sa forme de méthane, mais il va aussi conduire à la production d'ozone. Donc l'ensemble du méthane qui a été émis depuis 1750 a agi en partie significative au travers de l'ozone. Et puis, on va avoir différents composés. Donc, les oxydes d'azote, eux, ils vont venir perturber le temps de vie du méthane. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont un effet refroidissant, parce qu'en fait, ils vont permettre au méthane de rester moins longtemps dans l'atmosphère. Donc, indirectement, leur émission a conduit à un effet légèrement refroidissant. Et puis, on voit ici pour les composés, les aérosols, donc les particules, un effet à la fois directement sur le rayonnement et puis ce très fort effet au travers des nuages, avec malgré tout une incertitude qui reste aujourd'hui importante, toujours, même si elle a diminué entre les différents rapports IPCC. Donc juste un petit point de vigilance. Donc quand on a dit ça, on peut avoir le sentiment que du coup cette pollution, puisqu'elle masquait une partie de l'effet des gaz à effet de serre, c'était surtout un bénéfice. En fait, c'est aussi parce qu'on a aujourd'hui ce raccourci avec l'accord de Paris où on a l'impression que tout se joue sur la température mondiale. En fait, le climat, c'est évidemment beaucoup plus de paramètres physiques et les conséquences sont liées à l'ensemble des paramètres physiques de ces changements et notamment aux très forts changements de précipitation et de sécheresse. Et les aérosols ont joué un rôle très important dans ces changements de précipitation et de sécheresse. L'effet global des aérosols, c'est d'assécher, c'est de réduire les précipitations. Et aujourd'hui, on sait montrer que la présence de ces aérosols sulfatés a modifié les régimes de mousson qui sont extrêmement importants pour toute une partie de la population asiatique et a conduit aussi à la grande sécheresse qui a pu exister au Sahel et qui a mené derrière à des famines importantes dans les années 70 à 80. Donc faut pas, non seulement il y a un effet sur la santé publique qui exige qu'on réduise cette quantité d'aérosols, mais en plus, encore une fois, c'est aussi revenir à un climat dont le fonctionnement serait plus naturel, si on peut dire, vu combien il est perturbé. Un dernier point à retenir sur cet aspect d'impact de ces composés sur le climat. Donc, c'est des composés qui ont un très court temps de vie, je vous le disais, de quelques jours à quelques mois. Ça veut dire que quand
quand on les émet moins, quand on fait un changement de leurs émissions, ça se traduit très rapidement par une baisse de concentration, ce qui n'est pas le cas sur le CO2. Le CO2, même si on en émet moins, il continue de se cumuler et d'augmenter dans l'atmosphère. Et donc on voit ici, si par exemple on retirait rapidement, enfin instantanément, une grande quantité des émissions de composés qui ont des durées de vie artificielles mais qui correspondent en fait aux composés dont on discute, on voit qu'on a très rapidement un effet sur la température de surface. En quelques années, on a un bénéfice. Donc c'est un levier qui permet d'agir sur le réchauffement climatique à court terme et notamment de limiter potentiellement le pic de réchauffement dans le cadre d'une politique plus générale de décarbonation. Donc ça, c'est un point important. À l'inverse, il ne faut pas se dire que parce qu'ils ont une courte durée de vie, alors finalement, ces composés n'ont pas grande importance puisque leur effet disparaît vite. En pratique, déjà, ce qu'on appelle la durée de vie d'un composé n'est pas le temps pour qu'il soit intégralement éliminé, c'est le temps pour que sa concentration soit divisée à peu près par 3, donc il en perdure une partie dans l'atmosphère, et surtout, une fois qu'il a eu des conséquences sur le climat en emmagasinant de la chaleur, cet effet se poursuit même quand les composés ont disparu, donc il y a une part de conséquences irréversibles, par exemple si ce réchauffement contribue à la montée du niveau des mers ou à des effets lents sur le climat, mais de toute façon, même quand on regarde que sur la température, l'effet se poursuit pendant encore longtemps. Donc, si on regarde par exemple l'effet d'un pulse d'émission de méthane, en fait, l'effet maximum va être au bout d'une dizaine d'années, sachant que la durée de vie du méthane, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années, mais on voit que l'effet sur la température de surface va se poursuivre très longtemps dans le temps. Donc, cette importance reste bien au-delà du fait qu'ils sont à courte durée de vie. Et donc, ce que l'on voit, par exemple, ici, c'est si on injecte 1 an d'émissions anthropiques comme ça en une fois dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe sur la température de surface au bout de 10 ans ou au bout de 100 ans? Donc, on voit pour les différents secteurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 10 ans, on a un signal qui est très dominé par l'effet du méthane et par l'effet des particules. Donc, c'est quelque chose qui joue de manière très importante sur ce que va subir la température 10 ans après. Et bien sûr, au bout d'une centaine d'années, ne perdure que l'effet qui est lié au CO2. Mais encore une fois, pendant tout le temps où ces composés ont contribué à emmagasiner de la chaleur dans le système, ils ont eu un effet et cette chaleur, elle est passée aussi dans les autres composantes du système climatique. Donc la conclusion sur les conséquences, je ne vais pas vous les rappeler parce que je pense que je l'ai déjà dit, sur ces effets de temporalité. Donc un point sur la partie interaction entre la régulation pour la qualité de l'air et la régulation pour le climat. Donc vous le savez fort bien ici, donc ce que dit le rapport du GIEC, le rapport 1.5, c'est qu'on a besoin de transition profonde dans tous les domaines pour être dans le cadre vraiment d'une transition qui permette de rester sur des climats qui suivent l'accord de Paris. Et on voit ici les options qui sont listées par le rapport du groupe 3 et qui sont disponibles à court terme pour diminuer très significativement les émissions. Donc ces solutions dont on voit l'importance la longueur de la barre et le coût d'implémentation à l'échelle mondiale. Quand on regarde ces différents secteurs et ces différentes solutions, en fait, on en a un très grand nombre qui peut également interagir si on a une action dessus fortement avec la pollution. Donc, j'ai repris les mêmes couleurs que les couleurs qu'on a sur ce graphique qui montre l'attribution de la pollution. Et donc, tout ce qui va concerner le secteur de l'énergie va évidemment conduire à moins de combustion de combustibles fossiles, donc moins de particules d'oxyde d'azote et de CO. Tout ce qui va concerner l'usage des terres et l'alimentation va conduire, enfin pas tout, mais une partie des options, tout comme la partie sur la résolution des fuites de méthane dans l'extraction et la distribution des combustibles fossiles, ça va conduire à moins de méthane et également du coup moins d'ozone qui est formé par le méthane. Les solutions dans le domaine agricole, c'est aussi potentiellement moins d'ammoniac si on a moins d'épandage d'azote. Et puis toute la partie bâtimentaire va
devrait induire moins de demande, donc moins de combustion derrière, que ce soit de combustibles fossiles ou d'autres combustibles. Bien évidemment, pareil, l'efficacité énergétique dans l'industrie et l'électrification ou les changements de combustible. Et puis tout ce qui va concerner les transports va contribuer en partie à moins de combustion en ville. Ce que dit le rapport du GIEC et qui est rappelé dans le rapport de synthèse, c'est que les bénéfices économiques qui sont liés à cette atténuation, donc qui visent uniquement le climat, les bénéfices au travers des améliorations de santé liées à la qualité de l'air seraient monétairement beaucoup plus importants que les coûts de cette atténuation. Alors derrière, ça dépend, je pense que Philippe en parlera aussi du coût qu'on met sur la vie, mais ça donne quand même cette idée de l'importance des co-bénéfices de ces politiques. Donc, pour finir sur ce point de coémission, donc les politiques climatiques, elles vont viser essentiellement, en premier lieu, les gaz à effet de serre bien mélangés avec un bénéfice climatique, mais avec du coup, si on réduit le méthane, un gain sur l'ozone qui est important, et l'ozone c'est à la fois un polluant, et je vous le disais au départ, quelque chose qui impacte aussi les cultures et la production alimentaire. Les politiques de qualité de l'air vont viser à réduire ces composés qui vont conduire à la formation de particules ou d'ozone, avec des bénéfices potentiellement climatiques et là aussi en santé, mais aussi potentiellement avec des effets indirects qui peuvent avoir une pénalité climatique au travers des particules notamment. Et puis par ailleurs, donc les mesures qui sont prises, elles visent en général pas un composé, elles vont plutôt viser un secteur d'activité en particulier. Et donc comme les composés sont coémis, quand on a des politiques d'action sur le climat, derrière ça va en principe, pour beaucoup d'entre elles, on l'a vu, réduire les émissions des polluants. C'est moins vrai pour les politiques d'action pour la qualité de l'air. En tout cas, il y a beaucoup de solutions, notamment de traitement des effluents, qui vont pas ou très peu interagir avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'action dans l'autre sens est un petit peu plus rare. Et puis on peut avoir des mesures spécifiques, et notamment certaines recommandations de chauffage au bois ou de véhicules moins consommateurs de CO2 qui peuvent avoir des antagonismes avec la pollution, mais ces mesures spécifiques ne font pas une politique de décarbonation, ça reste des petites mesures spécifiques, mais dans ce qui est envisagé par exemple de combustion de biomasse dans le GIEC, c'est plutôt de la biomasse avec la récupération des effluents et c'est pas chacun revient à un chauffage au bois non plus. Donc la conclusion sur les politiques, c'est qu'il y a besoin de politiques intégrées qui regardent les différents avantages des politiques d'atténuation du changement climatique et qui quantifient aussi les avantages pour la protection humaine. Le méthane, c'est gagnant-gagnant puisque c'est un gaz à effet de serre et que c'est un précurseur de l'ozone, et que comme il a une relativement courte durée, on peut avoir un bénéfice d'ici quelques années pour réduire le pic de température qu'on espère atteindre dans quelques années. Un autre point important, c'est que on a besoin de plus que de ces politiques de décarbonation si on veut atteindre les directives de l'OMS, et il y a beaucoup de ces politiques qui peuvent avoir des enjeux de développement forts. C'est le cas notamment sur tout ce qui est traitement des déchets et accès à une énergie propre, qui sont des moyens d'amener du développement et directement de s'épargner pollution et émissions de gaz à effet de serre. Je finis avec deux petits transparents. Le premier, c'est que beaucoup des technologies que je vous citais tout à l'heure ont des interactions pas que positives avec les objectifs de développement durable. Et ces interactions, elles sont évaluées sur la base de la littérature existante. Et évidemment, quand une technologie est mise en place, avant qu'il y ait des vraies études d'impact sanitaire, il y a forcément un délai important. Et donc, il faut aussi être un peu suspicieux, en tout cas réfléchir à deux fois avant de proposer des solutions sans avoir réfléchi aux nouveaux composés que ça va émettre dans l'environnement en termes de santé, que ce soit sur la pollution de l'air ou sur l'ensemble des formes de pollution. Et il y a également dans les solutions de géo-ingénierie qui sont de plus en plus poussées, notamment par des
pays comme les États-Unis, des solutions qui visent à utiliser ou modifier les aérosols ou qui visent à éliminer le méthane par des procédés massifs de réaction dans l'atmosphère qui forcément derrière auront d'autres conséquences qui sont en général mal quantifiées avec des risques importants. Donc c'est pas, même si évidemment on a besoin d'atténuer très fortement nos émissions, il faut aussi être lucide sur les effets croisés. Le dernier point, c'est sur l'adaptation. Donc on a le prochain rapport du GIEC qui sera sur les villes, puisque c'est un hotspot à la fois de manifestation du changement climatique, mais aussi des différentes vulnérabilités. En cas d'extrême climatique, on peut avoir une aggravation de la pollution de l'air, en particulier de la pollution à l'ozone, même si ce n'est pas systématique. Et dans le rapport du groupe 2 qui propose des mesures d'adaptation au changement climatique, il y a, comme dans le groupe 3, beaucoup de solutions qui sont proposées sans toujours qu'il y ait eu une vraie étude d'impact complète de ces solutions. C'est le cas notamment de la végétalisation qui semble toujours une panacée universelle dans les rapports du GIEC. Ça peut quand même induire des effets retors sur la pollution si ce n'est pas anticipé, si ce n'est pas bien pensé avant, à la fois au travers des émissions de COV, si les espèces qui sont sélectionnées ne sont pas les bonnes, ou parce que ça peut capturer localement la pollution, ça peut aussi participer à l'émission de pollen. Donc ça reste un champ de recherche aussi important d'être capable de regarder vraiment l'ensemble des effets de ces mesures d'adaptation. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie. Est-ce qu'on a une question de clarification? Composés organiques volatiles, c'est tout un tas de molécules organiques volatiles. Merci pour cette question qui respecte parfaitement la consigne.